Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village fait dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Evelyne, je suis enchantée de te recevoir sur le podcast sur Allo fait dodo aujourd'hui pour un épisode qui va tourner autour d'une pratique que peut-être certains parents connaissent et ont déjà expérimenté ou peut-être pas, qui est l'hypnose ericksonienne. Alors on va voir pourquoi c'est une pratique qui peut être très aidante pour les parents, les futurs parents, pour les familles au sens large, dans différentes situations de vie. Qu'est-ce que ça peut apporter? Comment ça vient, jouer sur notre bien-être, sur nos émotions, sur, notre, peut-être le regard qu'on porte sur la vie aussi. Et tu vas nous expliquer tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de prendre quelques minutes pour te présenter, nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pratiques, toi, l'hypnose. Alors, je pratique l'accompagnement thérapeutique depuis 1998. Et à partir de 1980, j'ai entamé un long parcours thérapeutique personnel. Et c'est ce parcours qui m'a amenée à me former. Et en premier, je me suis formée avec Alice Silverstone de 92 à 96 en dialogue intérieur. Et puis, en me mettant à pratiquer ce dialogue intérieur, j'ai été amenée à repérer des problématiques familiales et voilà, qui m'ont amenée à faire une autre formation directement avec les fondateurs des constellations familiales, Berthe et Sophie Ellinger, de 2001 à 2005. Et au cours de ma pratique, j'ai toujours un peu fui l'hypnose parce que, je veux dire des formations à l'hypnose, parce que j'en avais pas une bonne image, parce que j'étais avec l'hypnose de foire et je me méfiais beaucoup de ces méthodes. Et puis, voilà qu'en 2006, je reçois de l'Institut Émergence de Rennes, je reçois la proposition de 2 jours autour de l'hypnose et la mort. Et moi, dans ma pratique, j'ai été confrontée vraiment à l'effet des deuils dans les dynamiques familiales. Et donc ça m'intéressait énormément. Donc je suis allée voir. Et là, j'ai découvert que finalement, ça parlait exactement de ce que je pratiquais déjà, mais avec des définitions poussées que moi, je n'avais pas eues dans mes formations. Et donc, j'ai fait cette formation avec l'Institut Émergence de 2006 à 2008. Et ça m'a vraiment permis à la fois d'approfondir ce que je pratiquais déjà et une ouverture sur des thérapies brèves, avec des objectifs bien définis. Et donc, d'agrandir mon panel de réponses à ce qu'on fait chercher auprès de moi. Voilà.
Alors justement, on peut peut-être démarrer par ça. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher auprès de toi? Dans quelle situation on peut venir te rencontrer? Alors, vis-à-vis de l'hypnose ericksonienne, effectivement, enfin moi je l'utilise de deux manières, soit en thérapie brève avec par exemple des demandes d'arrêt du tabac et, euh, je pense, enfin au niveau de la grossesse, ça peut être intéressant soit de préparer l'arrêt du tabac pour la grossesse, soit de penser qu'après la grossesse, on ne veut pas recommencer, mais que parfois on a besoin d'aide justement, parce que la grossesse, souvent, elle est suffisamment stimulante pour faire l'arrêt. Il y a des processus chimiques en route qui permettent de faire cet arrêt assez facilement. Par contre, parfois, après la grossesse, voilà, on reprend. Et là, l'hypnose peut être vraiment une aide précieuse pour arrêter définitivement le tabac. Donc, cet arrêt du tabac, l'hypnose va aussi permettre de mobiliser le psychisme pour accomplir une tâche précise. Par exemple, passer un examen, retrouver du travail, définir même quel genre de travail on veut faire. Et puis aussi explorer et améliorer les liens familiaux, les liens sociaux. Alors, l'hypnose, c'est vaste, hein, c'est-à-dire elle est beaucoup utilisée aussi maintenant, surtout l'hypnose ericksonienne, pour l'aide aux soins médicaux. Moi, c'est pas ce que je pratique. Et elle permet de revisiter des situations traumatisantes. Par exemple, des fausses couches, des avortements, des accouchements traumatisants. Voilà, ça peut aussi être l'absence de menstruation. Ça peut être aussi une difficulté à procréer. Bon, ceci dit, c'est très vaste. Alors, moi, c'est vrai que je me suis spécialisée autour des problématiques féminines. Et donc, d'une part avec l'hypnose, soit en thérapie brève, soit en thérapie plus longue. C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des causes transgénérationnelles de difficultés voilà, liées à la naissance. Et donc, dans ce cas-là, l'hypnose va être un des outils que je vais utiliser pour permettre d'aller plus en profondeur. OK, c'est effectivement très vaste et c'est effectivement très intéressant. Je comprends qu'on puisse ressentir le besoin de se spécialiser autour de quelque chose de plus spécifique, sinon j'imagine que les demandes doivent être très disparates. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste l'hypnose? Si tu devais peut-être juste définir l'hypnose en quelques mots et puis après rentrer dans le détail pour qu'on puisse vraiment, voilà, prendre conscience de ce qui se passe. Comment c'est ça concrètement, ça se passe une séance d'hypnose et qu'est-ce que ça vient jouer sur nous? Alors déjà, ce terme hypnose veut dire induire une transe. Alors, bon, et hypnose ericksonienne, c'est comment Milton Erickson a utilisé cette induction de transe au service de la personne qui vient. Et donc, c'est là où on se différencie de l'hypnose de foire qui va permettre de montrer que, bah oui, grâce à certaines inductions hypnotiques, eh bien, on peut transformer notre ressenti corporel, voire ne pas sentir la douleur. Enfin, voilà, et toutes les manipulations qui sont faites en hypnose de foire. Avec l'hypnose thérapeutique, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on va utiliser la transe. Alors, je pense qu'avant d'aller plus loin, je te propose de définir la transe. Mmh. Parce que la transe, on en a une idée, tout comme on a une idée de l'hypnose qui parfois nous en éloigne, ou bien on la recherche. Mais clairement, c'est un état naturel du cerveau qui va être induit ou augmenté ou utilisé. Et par exemple, la danse et certains rythmes vont mettre en transe.
mais aussi des choses beaucoup plus simples, comme un trajet de voiture. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons quelqu'un qui fait le même trajet de voiture tous les jours et qui connaît donc son trajet, et puis qui va, avant de partir, qui est sur le point de partir en vacances pour un séjour à la neige, par exemple. Hein. Et puis, ben, ce matin-là, voilà, c'est le dernier jour de boulot. Le lendemain, on va à la neige. Alors, au lieu d'être vraiment à sa conduite à 100%, il y a une partie de son cerveau qui va gérer la conduite, les stops, les feux rouges, etc. Pendant qu'une autre partie de son cerveau est déjà sur les pistes. Hein, il peut même sentir la vitesse sur les pistes, il peut même imaginer les copains qu'il va retrouver, tout ça. Voilà. Et il arrive au boulot et il se dit, ah, le feu là, il était rouge ou il était vert? Bah, il ne sait plus trop. Et puis, il va sortir de sa voiture, la banane, enfin, le patron peut lui dire bon, bah, tu as 5 minutes de retard, c'est pas grave, il est mal luné. Le collègue qui connaît dépressif, bah, il va le faire rigoler aujourd'hui. Ben voilà, tout va bien. Il a été en transe le matin d'une manière particulière. Imaginons un autre matin où là, avant de partir, il a ouvert ses mails, il y a des factures à régler, il y a les impôts, il y a le compte en banque voilà, qui est pas suffisamment alimenté. Il va prendre sa voiture et là, en conduisant, bah, il va commencer à calculer, et merde, et la vie, c'est vraiment pas drôle, et nani, et nana, et voilà. Il arrive au boulot, bah, il ne sait pas la couleur du feu non plus ce jour-là, mais quand il va descendre de sa voiture, le chef lui dit à 5 minutes, ah ouais, c'est vrai, ça en rajoute. Et le copain qui est en dépression, bah, il va l'accompagner chez le médecin le soir, quoi, parce que lui-même, ça va plus. Mon exemple pour expliquer que la transe, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qui est naturel. C'est une capacité à être dans un endroit en même temps qu'être dans des sortes de rêveries. Alors, on ne les appelle pas des rêveries, on les appelle des pensées. Mais ces pensées-là, dans un contexte particulier, comme un trajet qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire, il y a toujours une dissociation, c'est-à-dire qu'à la fois on fait quelque chose et on pense à autre chose. Cette transe va avoir un effet sur notre état d'être. Et c'est cet effet-là qu'on va utiliser en thérapie. Et on va donc provoquer la transe, voilà, de manière très simple en réalité, c'est-à-dire que on peut juste proposer à une personne l'évocation de souvenirs heureux. Et donc, parce que le but, c'est de défocaliser le cerveau des choses difficiles de la vie pour créer une sorte d'ouverture pour que d'autres solutions puissent apparaître au problème qui est à gérer. Et l'ouverture, on va la créer vers des choses positives. Et donc, on va aider la personne à ramener à sa mémoire toutes les sensations même, comment dire, liées au sens, c'est-à-dire on va évoquer les images, les couleurs, les sons, voire les odeurs autour d'un souvenir. Et avec comment dire, une préparation relaxante, eh bien, on va retourner, on sait tous faire ça, retourner dans des souvenirs, et on va retourner d'une manière relaxée dans ces souvenirs. La personne vient avec un objectif, donc qui est partagé avec le thérapeute, et c'est cet objectif qui va nous guider pour permettre à la psyché, au contact de ces souvenirs heureux,
de faire apparaître d'autres solutions. Ok. Alors, si je déduis un peu le déroulé d'une séance par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, ça veut dire que la personne, elle te sollicite, donc elle vient. Ça peut être en présentiel, mais ça peut être en distanciel aussi. Oui, Donc la personne, elle vient, vous avez un temps ensemble oui. qui est peut-être d'une heure, peut-être une séance classique, ou alors peut-être plus courte, plus longue. Alors, tout dépend de la recherche du D'accord. sujet. Si c'est un objectif précis, même la première séance peut être d'une heure. Si c'est quelque chose qui a plus voir avec enfin, dans la première séance, on va aussi déterminer si c'est quelque chose un peu superficiel et assez facilement, enfin, où la solution peut venir assez facilement, de quelque chose qui est beaucoup plus profond et je dirais qui peut avoir sa source dans l'enfance, voire dans la dynamique familiale transgénérationnelle. Et si ça c'est déterminé, il nous faut 1 heure et demie lors de la première séance. D'accord, ok. Donc on Donc prend ce oui, temps on qui peut commence, varier, mais on commence voilà. par une heure ou voilà, 1 heure et demie. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Donc ça commence par de la discussion, et puis Oui. la personne doit être assise, s'allonger. Est-ce que dans quelle situation finalement on vient se poser pour pouvoir justement libérer un petit peu son esprit? Ouais. L'entrée en transe est souvent extrêmement facile. Même des personnes qui disent «Ah, mais moi, je ne peux pas», par exemple. Hein. Euh, on prend le temps d'établir une relation de confiance. Et effectivement, je vais expliquer les choses là que je viens de présenter, mais d'autres choses encore. C'est-à-dire que je donne des informations à la partie consciente du cerveau pour qu'une connexion et une confiance puissent s'établir. Entre autres, il s'agit jamais de manipuler. Il y aura la personne se souviendra de la séance. On ne met pas d'injonction de type on ne se rappelle plus, enfin, une chose comme ça. La séance peut même être enregistrée. Hein, parce que parfois, les personnes ont ces craintes Mmh. de perdre conscience. En réalité, dans l'hypnose thérapeutique, on ne va jamais vers cette perte de conscience. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de permettre à la personne de comprendre comment elle fonctionne. C'est-à-dire, on a plus ou moins 2 objectifs. Un objectif, c'est d'aller vers une solution. L'autre objectif, c'est de se connaître beaucoup plus en profondeur. Et souvent, aux personnes qui viennent me voir, je leur dis, vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous venez chercher. Alors justement, ça fait le pont avec une autre question que j'avais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la personne vient avec un objectif. Est-ce que c'est possible qu'on vienne avec un objectif et que finalement, tout au long de la séance, on travaille sur complètement autre chose parce qu'il y a d'autres choses qui émergent et en fait, on vient travailler par ricochet sur des choses qui peut-être n'avaient pas l'air d'être notre priorité et qui finalement le deviennent et l'objectif principal passe un peu au second plan. Est-ce que ça, ce sont des choses possibles que tu constates? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que j'ai à cœur de garder l'objectif premier, D'accord. même s'il n'est qu'un prétexte. Et oui, d'accord. OK. Il ne passera pas en deuxième. On va vraiment aller vers ça. Et aussi, j'ai à cœur que la personne reste souveraine sur, sur ce qu'elle, enfin, comment elle mène son processus. Donc, si tu veux, mon rôle à moi, il est vraiment de donner des informations parce que l'objectif premier, c'est vraiment que les personnes se connaissent encore mieux et qu'elles gagnent en souveraineté. Et alors, si effectivement d'autres choses apparaissent, eh bien,
on va communiquer ensemble. Enfin voilà, moi je vais dire ce que je repère. C'est parfois la personne elle-même qui va dire ah mais ça me semble bon. Ben, ok, on peut passer par là, mais je dirais que on va tirer des bords un petit peu comme avec un bateau. On va tirer des bords et on garde notre objectif. OK. Est-ce que c'est possible que la personne se sente un petit peu, bloquée dans ce qui se passe pour elle? Est-ce que c'est possible que la personne puisse, avoir besoin d'un temps, peut-être d'une séance, de 2 séances, pour vraiment profiter au maximum de ce que tu peux lui apporter? Enfin, si j'ai bien compris, de ce que son cerveau peut lui apporter justement en s'ouvrant différemment? Hem, ou alors vraiment tout de suite on rentre dedans et en fait on se laisse entraîner? Dans ma pratique, je fais rarement des interventions sur une seule séance. On part sur un minimum de 5 séances parce qu'il y a vraiment besoin de créer cette relation de confiance pour que la personne puisse avoir accès. Enfin, voilà. Encore une fois, parce que mon objectif à moi, il est de transmettre quelque chose que la personne pourra réutiliser dans sa vie de manière autonome ensuite. J'hésite un petit peu à dire ça, mais je suis pas intéressée à faire du colmatage. Des choses Mmh. rapides qui vont avoir l'effet d'un truc miraculeux. Non, ça c'est. Ben voilà, j'ai trop eu des retours d'expérience de personnes qui disent bah oui, j'ai fait une séance d'hypnose pour arrêter le tabac, mais 8 mois après, ça a repris, quoi. Donc, pour le tabac, par exemple, je dis toujours de 5 à 10 séances. Donc, 5 séances dans le cas où, voilà, le tabac joue pas un rôle, la cigarette n'a pas joué un rôle très important dans la vie de la personne. Et du coup, bon, il n'y a pas grand-chose à faire et ça se fait très facilement. 10 séances. Dans le cas, justement, où on repère que c'est lié à quelque chose de plus profond, que la cigarette a déjà servi à, comme palliatif, comme béquille pour autre chose, et donc où il y a d'autres, voilà, par exemple des deuils non faits qui vont réapparaître, ou des traumatismes, des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, voilà, on va regarder ça et puis on va voir un petit peu comment on négocie de faire d'une pierre plusieurs. Mmh. Evelyne, nous allons enregistrer plusieurs podcasts ensemble. Là, c'était vraiment un podcast de, on va dire, pour poser les bases, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce que c'est que l'hypnose, comment ça peut aider et puis, qu'on puisse vraiment avoir une 1re, idée de cette pratique. Mais, tu avais envie qu'on puisse, le développer beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a des sujets très précis sur lesquels tu vas pouvoir, apporter beaucoup de choses et puis peut-être faire prendre conscience aux parents qui nous écoutent que vraiment il y a possibilité d'être aidés. Je pense par exemple au prochain sujet que nous allons enregistrer ensemble, qui se fera autour, du deuil et de la grossesse, qui est un sujet qui est, bah, forcément avec une conscience émotionnelle, une composante, pardon, émotionnelle très importante et voilà et que tu développeras la prochaine fois. Est-ce que de façon plus large et un petit peu en conclusion de cet épisode, mais en introduction de tous les autres, tu veux nous expliquer, hem, un peu plus précisément ce que c'est ce transgénérationnel? Qu'est-ce qui vient se jouer? De quoi on parle quand on parle de transgénérationnel? Eh bien, on parle d'une hypnose transmise, c'est-à-dire une sorte d'image qui s'est mise dans la tête des personnes qui ont vécu un traumatisme. Et cette image, d'une manière qui peut sembler magique, mais qui ne l'est pas du tout en réalité, eh bien, elle se transmet aux enfants, qui peuvent la transmettre à leurs enfants. Parce que, bon, ça, on n'a pas approfondi jusque-là, mais et on aura l'occasion de le faire justement dans les autres podcasts. Euh, la partie inconsciente de notre cerveau est structurée par des images. Et
l'hypnose permet en réalité à la partie consciente du cerveau de communiquer avec la partie inconsciente et permet à la partie consciente de réinformer l'image formée dans l'inconscient. Ok. Et donc, on peut venir chercher ça, même sur plusieurs générations, on peut venir remonter sur des choses, voilà, sur lesquelles on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un quelconque lien, alors que si, en fin de compte, il y a des choses qui peuvent bloquer, parce que j'imagine que si c'est pas bloquant, en fait, la question ne se pose pas, mais que ça peut venir cristalliser ou bloquer des choses dans notre vie. Et du coup, on vient jouer là-dessus. Ok, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots par rapport au prochain épisode qu'on va enregistrer, là sur le deuil et la naissance, nous dire de quoi ça parle en fait, derrière ce titre-là de sujet, qu'est-ce que tu souhaites développer pour la prochaine fois? Alors, pour illustrer mon propos de la prochaine fois, c'est quelque chose d'un petit peu différent qui me vient. C'est un exemple. Je sais pas, je vais peut-être répondre à ta question sans y répondre. Ok, j'ai hâte de découvrir. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure d'images, oui, je vois à peu près le suivi. Je me rappelle de cette femme qui est venue faire une cure pour arrêter le tabac, qui arrête assez facilement, au bout de 5 séances, elle n'a plus du tout envie de fumer, tout. Et puis, elle veut revenir. Et elle revient les 10 séances et elle parle régulièrement de son mari. Et à la dernière séance, je lui demande, mais qu'est-ce qui pourrait gêner, enfin, qu'est-ce qui pourrait vous faire reprendre le tabac? Et elle me dit, mon mari. Et jusque-là, j'avais un peu hésité, voilà. Et donc là, je lui ai proposé que son mari vienne. Et au cours de la séance avec le mari m'a dit qu'il avait très peur de voir que sa femme ne meure. Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il y avait dans sa famille des femmes qui étaient mortes jeunes. Et il est parti avec ça, un peu surpris. Et il revient une deuxième fois, il me dit, mais vous n'allez pas me croire, mais ma mère m'a raconté que sa maman, donc l'arrière-grand-mère, était décédée jeune d'un problème pulmonaire. Et elle racontait être allée à l'hôpital avec son père, donc elle avait un frère aussi, donc c'était une petite fille et un petit garçon qui allaient avec le papa rendre visite à la maman qui était sur son lit de mort. Et cette image-là hantait cet homme qui, quelque part, se mettait à la place de l'arrière-grand-père et avait très peur. Lui, il avait un petit garçon et une petite fille aussi. Et il croyait qu'il irait voir sa femme. Enfin, tout ça, il ne le savait pas. Il l'a découvert. Il a découvert cette image mentale. Et donc, grâce à l'hypnose, eh bien, on a transformé cette image, c'est-à-dire qu'il s'est vu au pied, il s'est imaginé au pied du lit de son arrière-grand-mère avec sa femme, lui présenter sa femme et du coup revenir à sa place à lui d'arrière-petit-fils et reprendre leur vie. Et voilà, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris pourquoi cette femme disait « c'est mon mari », quoi. Et du coup, ça a permis d'apaiser? À partir du moment où il a pu revivre ça, c'était d'une certaine façon parti. C'est-à-dire que là, il pouvait maintenant avancer sans avoir ce poids sur ses épaules qu'il portait inconsciemment. Il a changé l'image. C'est-à-dire qu'il est revenu dans sa réalité. Et la réalité de ses ancêtres n'était plus là à le hanter. De manière inconsciente, puisqu'il ne savait même pas ça. Mais c'était l'image que sa grand-mère avait vécue et que sa mère connaissait
et que son subconscient à lui avait intégré, sans que son conscient soit, conscient de ce qui se passait. Une fois que le conscient connecte avec l'inconscient, alors voilà, quelque part, on se déshypnotise. Oui, il émerge quelque chose de nouveau. OK. C'est très clair et en même temps, ça me induit plein de questions que je vais garder pour la prochaine fois. Mais oui, c'est super. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Merci pour ce temps que tu nous as accordé là sur le podcast. On te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et puis, bien sûr, je mettrai tous les liens en description de ce podcast pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, découvrir ton travail et puis te contacter éventuellement aussi. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.